Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Conseillère fédérale. Ce guide pratique aujourd'hui Travail et handicap, fruit de vos travaux et de votre implication pour faire du dialogue social un levier majeur pour que le handicap soit pris en compte au sein des organisations professionnelles. Votre présence nombreuse ici sur ce sujet atteste de votre implication tous sur ce sujet travail et handicap qui est un levier majeur de transformation vraiment de la vie des personnes en situation de handicap, mais du regard que l'on peut porter sur la compétence et l'implication des personnes à vouloir travailler. Oui, je l'ai dit hier lors donc de l'installation du comité de suivi et d'évaluation de la politique d'emploi des personnes en situation de handicap qui a été mise en place par Muriel Pénicaud, Olivier Dussopt et moi-même et auquel participait justement Anne Balthazar. Nous ne devons rien lâcher à des réalités aussi peu inclusives et vous l'avez dit, Monsieur le Secrétaire général, d'un taux de chômage de masse qui demeure 2 fois supérieur à celui de la population générale, ou encore que le handicap soit identifié comme premier facteur de discrimination dans l'emploi, selon le Défenseur des droits. Ce n'est pas digne d'une société de valeurs et d'équité. Pour ouvrir encore plus largement les portes des employeurs, pour changer le regard sur les personnes en situation de handicap et sur le handicap en général, il faut que chaque acteur puisse s'en saisir. Il faut que nous amplifions nos efforts. Je voudrais que la mobilisation des entreprises soit beaucoup plus forte, que les ponts se créent entre tous les acteurs qui sont aux côtés des personnes en situation de handicap pour leurs projets professionnels. Notamment, je salue le travail des associations représentant des personnes en situation de handicap sur cet accompagnement. Je veux tout simplement simplifier concrètement la vie des personnes en situation de handicap. Le dialogue social doit permettre que le handicap soit pris en compte comme un enjeu global qui irrigue toutes les politiques et les thématiques des politiques des employeurs, qui s'inscrit dans chaque négociation ou instance, que ce soit au niveau de l'entreprise, de la branche professionnelle ou au niveau interprofessionnel. Votre guide pratique est un outil pragmatique pour répondre à cette ambition. Il faut que ces initiatives se partagent pour développer cette culture de la différence. C'est comme cela que le regard changera. Il faut faire en sorte que le handicap soit pensé dans les politiques des ressources humaines et non plus subi comme une obligation légale. En miroir, je crois que la mise en place d'un référent handicap au sein de chaque entreprise de plus de 250 salariés et auprès des employeurs publics est un élément déterminant pour éviter que des personnes soient perdues, pour solliciter des informations sur une aide, une adaptation ou encore insécure, où elles n'osent pas encore parler de leur handicap. Le handicap, et j'en suis persuadée, est un levier de progrès et d'innovation au bénéfice des collectifs de travail. Quand on réfléchit en accessibilité universelle, par exemple, pour ces systèmes d'information, à l'adaptation des locaux, aux manières de recruter, d'accompagner, c'est au bénéfice de tous. C'est pour cela qu'il faut marteler qu'embaucher une personne handicapée, c'est avant tout embaucher des compétences. Pour cela, l'effort de formation est essentiel et j'insiste tout particulièrement sur l'apprentissage. L'apprentissage qui est un vrai levier vers l'emploi. Il n'y a que 1% d'apprentis, de jeunes en situation de handicap en apprentissage. Or, nous savons que 70% des contrats d'apprentissage débouchent sur de l'emploi durable. C'est beaucoup trop, peu, et il faut absolument que les entreprises se saisissent de ce levier, car il est gagnant-gagnant. Dans la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, nous avons des leviers pour cela. Nous avons des bonus, des contrats majorés pour les CFA. Il faut absolument que nous puissions le développer. Nous avons mis en place un référent handicap dans les 965 CFA. C'est comme ça qu'on va pouvoir irriguer des cultures d'adaptation nécessaires pour pouvoir accompagner les jeunes, lever l'autocensure des familles à aller vers l'apprentissage, qui est un vrai levier d'acculturation de la différence au sein des entreprises. Mais il n'y a pas que l'accès à l'emploi, vous l'avez dit. Il y a tout aussi important le sujet du maintien dans l'emploi. Éviter la désinsertion professionnelle. C'est un enjeu majeur, c'est notre enjeu de demain pour cette société. Ce sujet doit être au cœur même du dialogue social et permettre justement qu'on arrive mieux à éviter ces situations catastrophiques de départ et de désinsertion. Des temps trop longs entre chaque intervention, un manque de prévention et bien sûr, vous l'avez cité, le sujet de l'aménagement raisonnable. À ce titre, je formule le vœu que la négociation sur la santé au travail puisse nous faire fortement progresser, et nous y participerons bien sûr. Il faut que les personnes en situation de handicap puissent s'autoriser également à penser un parcours, une carrière professionnelle, selon leurs choix et en tenant compte de leurs besoins.
Cela nécessite que nous changions d'échelle sur l'emploi accompagné et plus largement toutes les pratiques inclusives innovantes et efficaces. L'emploi accompagné est un vecteur formidable pour les personnes présentant des handicaps psychiques, des déficiences intellectuelles, des troubles autistiques, dont les situations doivent être au cœur de nos attentions collectives. Nous devons tous nous mobiliser pour que toujours plus de ponts soient créés entre les milieux de vie, accompagnés de l'expertise du médico-social au sein des entreprises, pouvoir dire que l'acceptation de la différence progresse enfin dans notre société. Je tiens à vous redire, Monsieur le Secrétaire général, ma volonté de travailler avec vous. Et je dis bien travailler, et non pas concerter, mais co-construire. Et je pense que l'appui et l'apport de Force ouvrière, à travers justement l'expertise de sa conseillère, Anne Balthazar, que je remercie pour son implication pendant tous ces temps de concertation, sera indispensable pour pouvoir arriver. Notre comité de suivi n'est pas un comité juste d'évaluation, il est un laboratoire. Il se veut un laboratoire d'innovation sociale, nous l'avons dit hier, nous allons travailler sur des indicateurs, parce qu'on ne progresse bien que sur ce qui se mesure. Et donc vous pouvez compter vraiment sur ma détermination pour continuer ce travail fructueux. Je pense qu'il est fructueux, puisque justement, maintenant, ce guide pratique peut essaimer, et vous me permettrez de pouvoir le diffuser, pour pouvoir s'en servir justement comme plateforme d'innovation, de propositions extrêmement pragmatiques, parce qu'ils viennent du terrain, et c'est ainsi que je souhaite continuer à travailler avec vous. Je vous remercie.